Charles, messieurs, dames, nos chers auditeurs du jour, merci d'être présents. C'est très cool. Je suis très heureux de t'avoir et de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 14e épisode ensemble, Charles. Ça fait déjà 14 épisodes qu'on fait ensemble. Et ouais, C'est notre format un peu hebdomadaire. On a fait une mini pause de 2 semaines, mais hem, mais voilà, je suis hyper content de reprendre ça. On a abordé énormément de sujets, ensemble, dans nos différents podcasts, donc la confiance, les systèmes, la psychologie de l'entrepreneur. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'on s'attaque à quelque chose de plus large et qui nous concerne plus, quelque chose qui vraiment nous concerne directement, toi et moi. Et du coup, je trouve ça vraiment pertinent qu'on puisse, le creuser puisqu'on comprend assez bien et on s'est beaucoup plongé dedans. C'est la creator economy. Alors attention, l'objectif de ce podcast, il est pas de parler, full de tactiques, de plateformes, de hacks de croissance, tous ces éléments. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on comprenne et qu'on creuse un peu plus les premiers principes de cette économie, qu'on comprenne pourquoi ce marché, il existe, qu'est-ce qui le rend durable ou non, qu'est-ce qui pourrait le rendre fragile, les lois fondamentales, en fait, qui régissent cette économie, c'est ce nouveau marché, celles qu'on ne voit pas parce qu'on est trop occupé à publier, à suivre les tendances et cetera et à faire de la stratégie. Alors, ce que je te propose pour lancer ce podcast, c'est que je parte d'un postulat et puis ensuite on commence à réagir dessus et puis après on creuse un petit peu plus les différents éléments qui composent notre idée à nous et ce que nous on a perçu en plusieurs années d'expérience dans cette économie comme étant les points composants de ce que c'est la creator economy pour que les personnes qui nous écoutent, elles aient une première idée et il est possible qu'on fasse d'autres épisodes. Ainsi, avant de lancer ce postulat, je vous invite toutes et tous à, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne de podcast afin de ne pas louper les prochains épisodes sur ce sujet s'il vous intéresse et s'il vous a plu en fin d'épisode, ou vous abonner dès maintenant si vous nous aimez bien. Euh, Premier postulat, et puis je te laisse réagir. Le postulat que j'ai envie de poser aujourd'hui sur la creator economy, c'est que la plupart des créateurs de contenu construisent leur activité, donc on parle bien de créateurs de contenu qui ont une activité liée directement à cette création. Ils construisent leur activité comme si le marché était régi par des règles de visibilité, de vanity metrics, de nombre de vues, d'abonnés, de publications par semaine. Euh, mais en réalité, la creator economy telle qu'on la nomme, elle est régie par des lois qui sont beaucoup plus profondes, qui s'appuient sur la nature de l'être humain et qui existaient bien avant l'apparition d'Internet et de cette nouvelle économie. Et globalement, du coup, la creator economy suit des lois fondamentales qu'on doit absolument comprendre, qui sont liées aux lois du marketing, de la psychologie humaine. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est de creuser ces lois-là et de les découvrir. Ceux qui comprennent ces lois sont ceux qu'on suit le plus, sont ceux qui donnent cette impression d'être toujours en avance, de comprendre ce qui va se passer ensuite, parce qu'ils ont mieux compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Et ces choses qu'on n'arrive pas à matérialiser ni à comprendre, ce sont des lois. Euh, Ma première question, c'est donc, est-ce que ce postulat, quand tu regardes la creator economy avec du recul, toi qui es dedans depuis 4, 5 ans, pas comme un praticien, mais comme un observateur, vraiment une vraie prise de recul, qu'est-ce que tu vois que la plupart des gens ne voient pas? Est-ce que tu vois ces lois-là? Est-ce que tu partages ce postulat? Ou est-ce que, au contraire, tu as une autre vision, potentiellement, de ce qui peut expliquer la naissance, le fonctionnement de cette creator economy? mmh, ouais. C'est vrai que si on peut revenir à la naissance de la créateur économique, qu'est-ce qui a fait que Mhm. ça s'est développé en un premier lieu? C'est de comprendre la nature humaine dans le sens où, OK, qu'est-ce que j'ai lorsque j'ai un problème ou une problématique, ce que je vais faire, c'est résoudre cette problématique, donc pour aller d'une situation A à une situation B et voilà, les êtres humains, on est des machines à apprendre et quand on voit le parallèle du système éducatif de base qui est très standardisé, où tout le monde apprend la même chose et tout le monde repart avec le même set de compétences. Hem, En fait, il y a vraiment eu un problème de personnalisation du coup hem, de l'apprentissage et du coup, ça a créé un vrai gap, un vrai manque pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aussi ont été, «dégoûtées» entre guillemets de l'apprentissage, classique, simplement avaient des aspirations différentes, des objectifs différents, des, hem des centres d'intérêt différents, des points forts différents, mais lorsque tout le monde est dans le même cursus, ben, le problème, c'est que ces personnes-là qui cherchent d'autres voies peut-être, n'ont pas eu, cette opportunité-là. Et donc la creator economy, je pense que fondamentalement, elle résout un problème, fondamental qui est que, bah, je suis face à une problématique, je suis bloqué dans une certaine situation,
j'ai envie d'apprendre de quelqu'un qui a résolu cette problématique avant moi, qui est passé par ces choses-là avant moi, peu importe le domaine, santé, hem, relations, business ou carrière. C'est les 3 grands marchés, hem, les 3 grands marchés intemporels, en fait, qui ont toujours existé. Donc ça, c'est quand tu es au niveau marketing, tu connais ces 3 marchés-là. Donc la santé, les relations et tout ce qui est carrière, finance, argent. Et donc, pour moi, la creator economy, elle vient de là. Elle a surfé en parallèle d'internet, tu vois? De la croissance d'internet, où on s'est rendu compte que, bah, OK, j'ai pas besoin, hem, d'aller directement, via les moyens traditionnels pour accumuler de l'information et de la connaissance, mais je peux, l'acquérir via, quelqu'un qui va la transmettre via son contenu, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est la comment la creator economy est née. Et je pense que, bah, toute la Gen Z beaucoup plus spécifiquement, a évolué et grandi avec cette, nouvelle économie-là. Hem Du coup, bah, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, de cette, génération qui sont aujourd'hui des très gros, «poissons» entre guillemets, qui ont grossi assez vite parce qu'ils ont évolué en même temps que le marché et la nouvelle économie a évolué elle-même. Donc Mmh. moi, c'est le premier constat que je vois à ce niveau-là. OK, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai envie de faire pour, entamer, en fait, cette discussion sur la creator economy, c'est peut-être de partir de ce qu'il y avait avant, pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est née, tu vois? Au-delà du premier postulat que tu fais et de ce que tu m'expliques déjà qui est hyper intéressant. Avant ça, hem, est-ce que, tu as une idée un petit peu de qui est-ce qui jouait le rôle des créateurs d'aujourd'hui? Qui est-ce qui jouait le rôle des infopreneurs, des gens qui ont des formations, des gens qui font du coaching? Hem L'idée que je me fais de la creator economy, c'est qu'elle n'est pas née d'un nouveau besoin, mais qu'elle a juste répondu à un besoin de manière différente et potentiellement plus pertinente, et en tout cas pour une partie de la population, ce qui a créé un marché qui aujourd'hui est en croissance. Donc ce besoin, il a toujours existé, mais la réponse que la creator economy propose a l'air de séduire de plus en plus de gens, ce qui fait que ce marché est en croissance. Avant ça, qu'est-ce qui jouait ce rôle-là de justement des créateurs, et c'était quoi les contraintes qu'ils avaient selon toi? Je sais pas vraiment s'il y avait quelque chose, à la place de ça avant, ou du moins je suis pas vraiment aware. Mmh. Je peux seulement parler de mon expérience personnelle. Par exemple, beaucoup de gens arrivent, en école de commerce ou, en études supérieures, tu arrives et tu vois, tu sais, je me rappelle, tu vois, les tout premiers jours, tu arrives en école de co et le prof, il demande aux gens, «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Et cetera, ou «Pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'école de commerce?» Et beh, 3/4 des gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, tu vois? Je pense le problème de base, c'est que les gens, savent pas ce qu'ils veulent faire et du coup, tu es poussé dans une direction un peu fourre-tout et tu as pas Mmh. l'occasion ou l'opportunité de pouvoir tester plusieurs choses à la fois, hem, VS ce qu'aujourd'hui, en tout cas, la creator economy permet, c'est genre: «OK, je peux me former sur différentes choses, tester différentes choses, apprendre un peu à découvrir, bah, dans quoi je suis bon, ce que j'aime faire et cetera, explorer mes centres d'intérêt». Peut-être qu'avant, c'était peut-être des trucs plus en termes de passe-temps, peut-être des assos ou je sais pas, mais j'ai pas vraiment, Mmh. l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment similaire en termes d'accès. Mmh. Peut-être que tu as une idée toi, mais, En fait, moi l'idée que je me fais, c'est que globalement, les acteurs de la creator economy n'avaient pas d'équivalent, s qui centralisait tout ce que les créateurs de la creator economy représentent. Par contre, si tu coller bout à bout plusieurs, rôles dans la société et notamment justement chez les jeunes et dans le monde de la formation/divertissement, je pense qu'en fait, tu avais plein d'acteurs, et le biais, le moyen le plus facile selon moi pour identifier quels étaient ces acteurs, c'est que quand un marché naît, en général, c'est qu'un autre pas s'effondre, mais en tout cas, perd en influence, perd en croissance, voire stagne, voire, régresse. Et donc, les marchés qui régressent le plus actuellement, c'est la lecture, c'est les écoles de commerce, c'est ce genre d'éléments, tu vois. Et donc, ce que je vois, c'est que les créateurs d'aujourd'hui remplacent les orateurs, les auteurs. euh, Enfin, ils les remplacent pas, mais ils prennent une partie de leur de l'intérêt qu'on avait pour eux avant. mmh, Typiquement, il y a moins de gens qui lisent.
Les écoles de commerce s'effondrent et se reconstruisent, mais ne tiennent jamais très longtemps. Hem, les orateurs n'ont plus du tout la même place aujourd'hui qu'ils n'en avaient avant. Et d'ailleurs, en général, les orateurs qui sont les plus écoutés font partie de la creator economy. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant leur expertise via la creator economy, et derrière, ce sont des orateurs qui sont écoutés, de manière générale. Hem Tu as même certains hommes politiques qui vont toucher un tout petit peu la creator economy en participant à des podcasts, en faisant acte de présence dans ce marché-là. Et donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Je Mmh. pense au podcast Ouais. Legend. Tu as énormément d'hommes politiques qui sont passés dedans. Je pense même dans des podcasts anglophones où Andrew Huberman a invité des hommes politiques. Chris Williamson aussi, Dale CEO a invité Kamala Harris. Et ces gens-là, ils touchent indirectement à la creator economy. Je pense que Bien c'est sûr, vraiment intéressant de le directement même, le bien sûr. voir. Oui, Et oui. donc ouais, les orateurs en fait avaient cette, heu, comment dire? C'était des gens qu'on écoutait. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la creator economy, tu vois? Je pense que c'est important de le voir aussi Mmh. Ouais, ouais. comme ça, parce que du coup, quelles étaient les qualités des orateurs que les créateurs d'aujourd'hui de la creator economy doivent avoir, tu vois? Et donc du coup, ça induit directement, hem, Mmh. l'utilité du copywriting. Les orateurs étaient d'excellents copywriters, ils étaient capables de scripter extrêmement bien ce qu'ils allaient dire. Et donc du coup, comme on se l'est déjà dit dans un autre podcast, en général, on pense comme on l'écrit ou comme on lit. Et donc, bah, c'était des gens qui lisaient beaucoup, c'est des gens qui étaient instruits, cultivés, qui faisaient attention, aux onomatopées, aux hésitations, ce genre d'éléments. Et donc, je pense qu'il y a une partie de l'attention qu'on avait pour les orateurs qui a été redirigée vers les créateurs, de même que les auteurs pour la source d'information, même s'il y a peut-être une vraie différence qui est que aujourd'hui, les créateurs les plus influents vont lire des livres, vont extraire les vraies infos, les vrais éléments qui peuvent être utiles à ce que leur influence, leur audience augmente. Derrière, ils vont vulgariser ces messages et en donner une partie sans en donner les clés et sans en donner forcément toutes les sources toujours. Donc, je pense que le livre reste un edge, mais peut-être pas un edge pour la masse. Il est plutôt justement source de Mmh. leverage pour les gens qui lisent encore, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai que il y a une vraie différence, tu vois. Genre mmh. pour moi, la lecture, c'est vraiment Heu, ça reste ultra puissant, mais c'est utilisé par tellement moins de monde que du coup les gens qui continuent de lire, gagnent un avantage qui est monstrueux. Là Mmh. où il y a 100 ans, il y avait peut-être plus de personnes qui lisaient ou qui étaient instruits, qui avaient l'habitude de lire, et c'est pas le cas aujourd'hui, tu vois? Ouais, parce que les êtres humains sont feignants par nature Mmh. et la creator economy, c'est pas un nouveau business model, c'est pas un nouveau truc, c'est un nouveau médium. C'est, hem, que tout le monde maintenant a un média dans sa poche, un studio de télévision dans sa poche. Tu sors ton smartphone et tu peux avoir la même qualité audiovisuelle que, toute une boîte de télé, l'avait dans les années, je sais pas 50-70, même 90. En bref. Du coup, il y a plus ce truc-là de la friction de: «OK, il faut que je passe par quelqu'un extérieur pour pouvoir toucher des gens». Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, donc voilà, ça a résolu ce problème de la distribution et donc c'est plus un véhicule. La creator economy, c'est un véhicule et les orateurs, ils sont juste basculés vers ça. En tout cas, les orateurs intelligents. Je pense que de base, ils sont intelligents, mais, hem, le truc maintenant, c'est que il y a cette grosse idée que le médium, définit le message. Donc, si un médium, par exemple, il est très textuel, comme la lecture, elle va influer les gens, être beaucoup plus critiques au niveau de leur pensée, et du coup de penser beaucoup plus avec de la prise de recul, de s'arrêter en même temps que tu lis, et du coup de pouvoir réfléchir, poser une réflexion, une intention, alors que tout ce qui est média audiovisuel, les gens bah, les consomment directement, sont absorbés dedans, et du Mmh. coup tu suis le truc sans avoir le temps de te poser, de réfléchir. Donc, tu plus vraiment tu as moins de pensée critique qu'avant. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement les gens lisent moins, pas parce qu'ils n'ont pas le temps de lire ou parce qu'ils aiment pas lire, mais parce qu'ils sont habitués, leur cerveau a été habitué à un mode de consommation beaucoup plus, Passif. rapide et sans digestion de Mmh. l'information, sans prise de recul, sans pensée critique. Mmh. Donc ça, c'est Il y a c'est le intéressant, ouais, ce big que tu dis. Il y a désavantage quoi, sous-jacent de tout ça. Complètement. Et en vrai, il y a un autre vrai sujet au-delà de cette paresse, c'est que derrière, on part dans cette idée que la consommation de l'information, elle est passive. Quand tu lis, c'est un effort mental de lire chaque mot,
Là où quand l'information, elle te vient d'un média, style, ton téléphone, ton ordi et cetera, il y a un vrai, l'information vient à toi sans que tu aies fait l'effort d'aller chercher l'information et sans que tu fasses l'effort non plus de la traiter et de la noter et de l'enregistrer et de la garder, tu vois? Et je pense qu'il y a aussi ce sujet-là sur la lecture et du coup, il y a aussi ce sujet-là sur la creator economy dans le sens où, là où les créateurs jouent les rôles des auteurs, c'est que contrairement à du divertissement classique et là, du coup, on parlerait d'influenceurs, on parlerait de films ou de divertissement de manière générale, hem dans la creator economy et je pense que c'est pour comme ça qu'on peut véritablement, séparer les infopreneurs des autres dans cette économie. C'est l'idée qu'il y a de l'information derrière qui est à traiter, qui est à enregistrer, qui est à appliquer, qui est à conserver et donc, quand j'écoute un infopreneur, quand j'écoute un créateur qui justement apporte cette information, je suis obligé de prendre des notes. Je suis obligé de voir: «Ah tiens, ça c'est intéressant, il faut que je note, il faut que je le garde». Donc du coup, c'est une écoute active de l'information ce qui fait que du coup, une partie de, l'attention qui était portée sur les livres a été aussi déplacée vers ça, tu vois? Au-delà du divertissement, quand on lisait des livres, c'était soit parce que c'était divertissant, genre des romans, parce que ça nous faisait voyager et cetera, soit parce qu'on allait chercher de l'information. Donc tous les livres qui étaient des guides, qui étaient voilà, ça pour le coup, c'était pas du divertissement ou amusant, c'était utile. Et je pense que cette partie utilité de l'information, elle se retrouve, en fait, chez les créateurs aujourd'hui, tu vois? Donc il y a peut-être aussi ce sujet-là, de c'est une en tout cas, je pense vraiment à la creator economy, voulue dans le partage d'informations et l'économie et on parlera notamment après de ce qui est acheté derrière. Mais, il y a aussi cette partie écoute active, je pense, qui est importante et qui permet peut-être aussi de différencier ce que c'est la creator economy. En tout cas, tel que moi je l'entends, parce qu'on pourrait parler d enfin, creator economy, si on traduit en français, ça fait l'économie des créateurs et quand on pense aux créateurs de contenu, ça peut être autant influenceurs, tiktokers et qui gagnent de l'argent via la monétisation des plateformes, que des gens qui ont une vraie activité derrière, soit de l'accompagnement, du low ticket et cetera. Moi, dans mon idée, dans la creator economy telle que moi je l'ai en tête, et peut-être que c'est une fausse idée, hein, et je suis hyper intéressé à l'idée d'avoir ton avis sur le sujet, c'est que potentiellement les influenceurs, les tiktokers, et cetera, je sais pas si on peut vraiment les considérer comme faisant part intégrante de la creator economy ou est-ce que il faudrait pas les mettre à part parce que c'est vraiment 2 choses différentes par rapport à l'infoprenariat, tu vois? Non, non, ils font vraiment partie de la creator economy. C'est une Mmh. grosse partie. La vraie différence, je pense que c'est ce qu'on parlera dans la seconde partie du podcast, mais Mmh. c'est vraiment en termes de modèle de revenus, en termes de type d'audience, de type de message. Donc, les nous, la façon dont on aime bien en parler, ici ensemble et avec Créapreneur, c'est qu'il y a 2 types fondamentalement de créateurs. Il y a, les influenceurs qui vont viser le divertissement, toucher le plus de monde possible et monétiser via, des leviers qui sont en dehors de leur contrôle, donc les monétisations des plateformes, les, collaborations avec des marques, les sponsoring et cetera et donc ils dépendent de la viralité, ils dépendent hem, des modèles de revenus des autres et donc, ils n'ont pas créé de souveraineté, d'indépendance digitale. Et très souvent, en fait, il peut avoir des créateurs avec des centaines de milliers de followers qui ne peuvent pas vivre de leur activité. Et j'en connais même dans ma propre famille, parce que justement, ils n'ont pas compris ces mécanismes de attention n'est pas égal à revenu, n'est pas égal à valeur. Et donc, en plus aussi, le vrai biais qui peut arriver là-dedans, et ça va vraiment dépendre de ton système de valeurs, mais c'est que tu peux finir dans un cercle vicieux où tu vas chercher l'attention à tout prix juste pour chercher de l'attention. Et dans ce cas-là, ben, pourquoi est-ce que tu crées, tu vois? C'est un petit peu comme, le gamin dans la cour de récré qui va, faire des trucs un peu what the fuck juste pour capter l'attention des gens. Mais Mmh. la grosse idée pour nous, dans notre sens, c'est qu'est-ce que tu en fais après cette attention? Et c'est là où la vraie responsabilité et importance est. Hem, je trouve que la, mister beastification de la création de contenu est une mauvaise chose, mais encore une fois, c'est ma perspective personnelle et je pense que c'est tout le but, de la creator economy. C'est que les créateurs, en tout cas les créateurs éducatifs, c'est des curateurs. Ils te permettent d'économiser tout ce temps, et cette énergie que tu aurais à aller chercher l'information manuellement dans des livres, dans ceci, dans cela, accès à leur propre curiosité naturelle, leur propre perspective, valeurs,
et expérience personnelle. Tout ça, crée justement un créateur, de valeur dans la créateur économie Mmh. qui va aller justement pouvoir permettre d'aider des personnes qui veulent résoudre un problème spécifique, tout en leur économisant le temps de recherche, d'implémentation et cetera. Donc permettant de fortement réduire, leur fenêtre d'apprentissage pour atteindre leurs objectifs plus vite, donc peu importe dans le domaine, dans quel domaine ça peut être. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée pour moi, et pour nous, en fait, du type de Mmh. créateur, qu'on aspire à aider et le message qu'on cherche à pousser. Mais c'est justement ça le but, c'est de pouvoir pousser le message que tu as envie de pousser et d'attirer les personnes qui sont alignées avec, ce message. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est vrai que évidemment, on est obligé de les inclure dans la créateur économie en tant que telle, mais effectivement, c'est peut-être une partie non seulement non négligeable, mais très différente de celle que nous on on aime à aider et avec lesquelles on aime travailler. Hem, D'ailleurs, j'ai peut-être du coup, pour transitionner vers la suite, hem, la question de la monétisation. On vient de parler de justement heu, d'où est née, la creator economy, l'arrivée d'internet, l'accès à de l'information, et le remplacement partiel de là où l'attention des gens était portée avant, notamment sur les auteurs, notamment sur les orateurs et cetera, sur les hommes politiques, sur les figures en fait, publiques, heu, qui étaient, d'ailleurs, heu, rappelons-le quand même, et on le voit encore aujourd'hui, les enseignants du 19e et du 20e siècle étaient, l'élite absolue de la société, là où aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu es professeur d'université, tu es payé, 3 000 à 4 000 €, tu vois, par mois. C'est pas du tout l'élite sociale, telle que nous on peut se la représenter. C'est pas eux qui sont mis sur un piédestal comme ça pouvait l'être, et d'ailleurs je trouve ça intéressant aussi, parce que du coup, tous ces cadres-là très académiques et tu parlais des écoles de commerce tout à l'heure, si on va chercher plus loin, même les profs d'université sont moins, reconnus comme les sources les plus fiables, les plus à jour, les plus libres et cetera. Et potentiellement aussi, c'est aussi un biais de remplacement parmi tant d'autres, ou en tout cas de porte d'entrée pour la creator economy, qui ne justement ne suit pas les mêmes règles, n'a pas les mêmes contraintes et cetera. Et ça, c'est dû à une problématique vraiment spécifique. C'est-à-dire que on est dans un contexte, on est dans une société qui est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'elle ne Mmh, l'était avant et où tout bouge beaucoup, beaucoup plus vite que c'était le cas avant. Donc là, par exemple, en école de commerce, tu fais, peu importe, le domaine, mais prenons l'exemple des écoles de commerce où, bah, tu te spécialises dans le marketing, c'est cool, tu apprends, des cours, mais du coup qui ont été approuvés avant par, la hiérarchie et cetera et du coup, le temps que ça arrive dans le cursus, c'est déjà plus d'actualité, par rapport à concrètement ce qu'on voit sur le terrain, en termes de marketing. On peut clairement dire tous les 2, en tout cas moi de mon côté, que ce que j'ai appris il y a 5 ans en école de co, c'est totalement obsolète aujourd'hui. Ça l'était même déjà alors même où il les le l'enseigner et bah, ce qu'on sait aujourd'hui, ce sera potentiellement obsolète dans, 5 ans et du coup, il faut pouvoir comprendre la différence entre les principes fondamentaux et les tactiques, mmh, et vraiment, bah, justement pouvoir apprendre sur des fondations solides plutôt que sur le sable et s'adapter continuellement, en fait, développer cet apprentissage perpétuel et je pense que ce besoin d'apprentissage perpétuel a renforcé, la croissance de la creator economy. C'est-à-dire que même si aujourd'hui j'ai un diplôme, j'ai un master, j'ai ceci, j'ai cela, je vais devoir me former continuellement parce qu'en fait le monde évolue continuellement, le marché évolue continuellement et donc j'ai besoin de rester à la page. J'ai besoin de personnes qui, sont un peu plus loin que moi, sur le chemin et qui sont passées par les problématiques que je rencontre aujourd'hui pour pouvoir, apprendre plus vite, et cetera. Les amis, avant de continuer, je voulais vous parler d'un petit sujet. Si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous voulez plus que des conseils de surface, vous voulez plus de profondeur, vous voulez comprendre les premiers principes qui régissent l'entrepreneuriat, ces choses, ces mécanismes qui expliquent pourquoi certains chefs d'entreprise semblent être toujours en avance et être les précurseurs des nouvelles tendances. Et je suis exactement comme vous, c'est pour ça que j'ai créé les Deep Letters. C'est l'endroit où je vais partager des choses que je ne partage pas forcément pendant les podcasts, notamment les insights les plus profonds que m'inspirent nos discussions, mais aussi les transcripts complets de tous les épisodes, afin que vous puissiez potentiellement les analyser et récupérer vos propres données, mais également, et c'est peut-être le plus important, les insights exclusifs que me donnent les invités, notamment en off, et c'est des choses qu'ils ne partagent pas à l'écran, mais qui, très souvent, sont les choses les plus précieuses et les plus utiles. Alors évidemment, c'est gratuit, c'est direct,
et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, même si honnêtement, je pense et j'espère que vous resterez. Il n'y a pas d'algorithme, pas de friction, juste de la valeur dans votre boîte mail et c'est disponible dès maintenant via le premier lien en description. Une fois que c'est fait, on se retrouve pour la suite de l'épisode. Maintenant qu'on a un peu identifié d'où ça vient, les sources qui expliquent pourquoi est-ce que la creator economy, elle est là, qu'on le veuille ou pas, elle est présente et elle aspire à se développer. Ce que je te propose, c'est peut-être de partir de son fonctionnement de base. On a 2 mots dans creator economy, on a creator, on a economy. On va commencer sur le mot économie, si ça te tente. Pour qu'il y ait une économie, il y a un premier élément qui est un peu important, c'est l'argent. C'est d'où vient l'argent, pourquoi est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on va rechercher, qu'est-ce on souhaite obtenir pour être satisfait de ce qu'on achète. Hem, 1re question, qu'est-ce qui génère véritablement et foncièrement, hem, le l'acceptation de l'être humain à acheter un, un bien ou service à travers la creator economy? Qu'est-ce qui fait que la creator economy aujourd'hui, hem, est une source de revenus pour les créateurs, globalement? Tu veux dire quel type de créateur? Créateur dans son sens large, créateur éducatif, influenceur? Ouais, c'est une bonne question. Alors, effectivement. Heu, Peut-être, en fait, comprendre pourquoi est-ce que, la creator economy, de manière générale, représente un marché, donc représente, de l'argent. Pourquoi est-ce que, en gros, l'être humain donne de l'argent à quelqu'un qui voit, à travers un média? Tu vois? Je pense que c'est un peu ça la première question que j'ai envie de te poser, avant après d'identifier les business models. Pourquoi est-ce que quand je vois quelqu'un qui crée du contenu, qui, attire l'attention, qui porte un message, qui porte une brand finalement, pourquoi est-ce que cette personne-là, je vais avoir envie de lui donner de l'argent? Je pense que tu as résumé ça avec le mot brand, tu vois? Mmh. Hem, c'est que foncièrement parlant, tout le monde aspire à une situation désirée, tout le Mmh. monde aspire à évoluer, avancer, hem et donc lorsque, tu résonnes profondément, émotionnellement ou même au niveau de la valeur avec quelqu'un qui va justement t'aider à naviguer, face à la résolution de ce problème, donc que ce soit, hem, switcher de carrière et obtenir un nouveau job parce que tu détestes, le job dans lequel tu es, que ce soit, perdre, de la graisse parce que, tu es en surpoids depuis des années et tu es bloqué, là-dedans, que ce soit, fixer tes relations parce que, tu es, un anxieux social ou tu es très awkward de manière générale et cetera. Bref, il y a plein de problématiques différentes auxquelles les gens sont confrontés, qui veulent résoudre et du coup, quand une personne, va justement apporter de l'information de manière gratuite suffisamment longtemps, il va y avoir différents biais psychologiques qui vont être exercés. Il va y avoir le biais de réciprocité, c'est-à-dire que quand tu apportes constamment de la valeur à quelqu'un, hem, cette personne a envie de réciproquer et aussi elle a envie d'avoir un niveau d'accès plus important et c'est là où on va parler après des offres. Aussi, il y a un vecteur de confiance, donc ça, c'est je recommande à tout le monde de lire le livre, Influence et manipulation de Robert Cialdini ou, de La psychologie de la persuasion. Hem et c'est vraiment les 6 piliers fondamentaux, en fait, qui fait que les gens vont, acheter chez quelqu'un ou acheter quelque chose et enfin, en tout cas, être persuadés. Donc la persuasion, c'est ça qui va compter parce que l'argent, c'est juste un moyen d'échanger de la valeur entre 2 personnes. Donc si la personne m'apporte beaucoup de valeur, biais de réciprocité, biais de social proof, si beaucoup de personnes suivent cette personne-là, sont en accord avec ce que cette personne dit, et cetera, relaient le message, le transmettent, le partagent, il y a un biais de social proof. Ensuite, il va y avoir un biais de effet de halo. Si j'aime cette personne, en fait, j'ai de plus enclin à adhérer à acheter que c'est une personne que j'aime pas. Donc, de la même façon et aussi quand je veux dire acheter, c'est, acheter dans le sens adhérer à ses idées, adhérer à ce qu'il dit, être Mmh. persuadé et aussi du coup acheter, ses produits ou services. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans un monde ultra personnalisé où j'ai envie de raisonner profondément avec une personne plutôt que d'avoir un prof qui me, récite un cours qu'il a même pas lui-même choisi et dans lequel fondamentalement il croit même pas et qui est très générique, je raisonne pas là avec ça, je connecte pas avec ça et j'ai peut-être pas envie d'apprendre spécifiquement, même si c'était mon domaine d'intérêt, de base. Par contre, si à l'inverse, je me retourne vers quelqu'un qui, pense comme moi, parle comme moi, partage le même type de valeurs
etc. Je vais m'y attacher beaucoup plus. Il va avoir un style pédagogique qui va me parler beaucoup plus et donc je vais être beaucoup plus enclin à aller acheter chez lui. Mais ça va être la même chose avec les influenceurs sans le facteur valeur. Ça va être juste social proof parce que d'autres personnes le suivent, valeur dans le sens où réciprocité parce que il va m'apporter de la valeur sous forme de divertissement, il va me faire rire, il va me permettre de d'oublier en fait un petit peu mon quotidien de base et du coup il y a une vraie value dedans parce que la value c'est juste j'ai moins d'anxiété, j'oublie mes problèmes du quotidien pendant quelques instants. Donc le problème de divertissement, il est là, il est résolu, mais il est juste pas directement explicite, il est plus implicite. Mais c'est pour ça en fait que les streamers, etc., marchent aussi bien. Et du coup, il y a aussi le truc du temps sous attention. Plus je reste du temps avec une personne, du coup, plus tous ces facteurs-là s'amplifient, plus je connecte avec cette personne au sens profond. Donc voilà, déjà pour ça, je dirais que ça répond un petit peu à la question. Ouais, carrément, ça répond même totalement à la question. J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit. Un moment, tu sors acheter. Quand tu dis acheter, tu entends adhérer. C'est hyper intéressant parce que ça explique beaucoup de mécanismes très en surface qu'on peut observer. Tu parlais des lives ou du stream. Typiquement, les dons, acheter, c'est adhérer. Quand tu achètes le e-book de ton créateur préféré, c'est un e-book à 15 €. Acheter, c'est adhérer. Quand tu as écouté un infopreneur pendant 4, 5, 6 mois et que tu achètes chez lui et pas chez tous les autres infopreneurs, acheter, c'est adhérer. C'est pas juste dire c'est exactement ce qu'il me faut et je l'ai choisi de manière intentionnelle, uniquement basée sur la valeur que je retrouve derrière. Enfin, comment dire, le résultat que je vais obtenir grâce à ce que j'achète, donc la situation désirée, etc. C'est au-delà de ça, l'idée d'adhérer au message, au positionnement, à la brand de manière générale, de la personne que j'ai suivie, que j'ai écoutée, à laquelle j'ai donné de l'attention et du temps sous attention. Et c'est hyper intéressant parce que ça explique vraiment le mécanisme psychologique de, en gros, l'idée c'est que quoi qu'on achète, et ça depuis la nuit des temps, l'achat en lui-même va provoquer tout un tas de biais sociaux, psychologiques, neuropsychologiques. Tu as un shot de dopamine quand tu achètes quelque chose, parce que tu es content globalement d'avoir obtenu quelque chose. C'est ce qui fait que la société de consommation fonctionne aussi bien. C'est qu'on est de plus en plus drogué à consommer et à acheter des choses. Parce que la sensation d'achat, quand on est fier et satisfait de son achat, elle nous pousse à racheter autre chose parce qu'on a envie de retrouver cette sensation, tu vois? C'est un peu cette idée de la gratification instantanée, c'est vraiment ça. L'achat, pour le coup, joue beaucoup là-dessus et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand j'achète chez un créateur, ce pic de dopamine, il est pas juste sur le produit en lui-même que je vais acheter, quoi que ce soit, c'est aussi sur la brand, de la même manière que je vais acheter un produit physique auprès d'une marque. J'achète du Apple parce que c'est du Apple, pas juste parce que l'iPhone ou le Mac est fonctionnel. Et c'est intéressant de voir que du coup cette creator economy, elle est basée sur une économie qui finalement respecte les mêmes lois de marché que les entreprises classiques qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Quand j'achète du Ralph Lauren, j'achète Ralph Lauren. J'achète l'entreprise, le message, la DA, le mood de cette marque, plus que juste un joli pull bien conçu. Tu vois, ce qui fait que du coup le prix est beaucoup plus élevé, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'en fait ce même mécanisme-là s'applique à la creator economy et que c'est pour ça que ça fait de cette économie une vraie économie de marché puissante et en croissance, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça s'applique à même tous les business models internes à la creator economy, autant le business model de l'influenceur que le streamer, que le podcaster, que l'infopreneur, peu importe. En fait, tout s'applique à ça, tu vois. Et du coup, tu vois, on entend tout le temps personal branding par-ci, par-là. Ce que je trouve intéressant, c'est pas de dire est-ce que le personal branding c'est utile ou pas, parce qu'en fait, d'après les échanges qu'on est en train d'avoir, c'est même pas une question d'utilité, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que creator economy et brand, en fait, c'est un peu le même mot, ou en tout cas, c'est la même idée. C'est plutôt sur quel fondement et loi profonde est-ce que le personal branding s'appuie. Et finalement, si on réfléchit bien, ça s'appuie sur des lois qui sont très similaires au branding de manière générale qu'on peut retrouver dans les marques, etc. Tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a il y a un vrai sujet de profondeur là-dessus qui est pas du tout en surface sur comment je développe ma personal brand, etc. Mais plutôt
sur quelles lois fondamentales, sur quels mécanismes fondamentaux, quels premiers principes est-ce que le personal branding s'appuie, puisqu'on a déjà défini que finalement cette notion-là était fondamentale à la creator economy et comment dire, tu peux pas t'en passer globalement. Mais du coup, qu'est-ce qui la régit en fait cette partie-là de la creator economy? Qu'est-ce qui régit une personal brand de manière plus profonde et en termes de premiers principes? En termes de premiers principes, si je recommande déjà à tout le monde de se renseigner sur, un livre fondamental en marketing, psychologie, copywriting, qui s'appelle Breakthrough Advertising Mmh. de Eugene Schwartz. Il parle d'un petit peu des différents niveaux de sophistication d'un marché et on est dans un marché, dans une société ultra complexe, donc ultra sophistiquée. Aujourd'hui, tous les produits sont commodisés, tout, existe déjà. Hem, donc les vrais problèmes qu'on résout, c'est des problèmes psychologiques, c'est des problèmes identitaires. Lorsque les gens achètent Apple, comme tu le disais, ils achètent de la créativité, en fait. Quand j'achète Nike, j'achète du dépassement de moi, de soi, tu vois? Mmh. J'achète, Just Do It, hem et donc quand tu achètes chez un créateur, tu achètes l'identité, la vision qu'il pousse, les valeurs qu'il pousse, le message qu'il pousse et tu vois, tous les gros, gros créateurs et gros entrepreneurs que j'ai pu observer au cours des dernières années, 5 dernières années dans la creator economy, c'est tous ceux qui ont une vision, un message qui va au-delà de eux et de leur audience et qui promeut, un idéal à suivre. Hem et voilà et moi, ça me rappelle beaucoup un petit peu, Nietzsche justement, qui poussait beaucoup cette idée de, créer son propre système de valeurs et son propre idéal. Hem et je pense que la creator economy en un sens, résout ce truc-là où en fait, chaque créateur va avoir une propre, perspective, une propre façon en fait d'amener les choses et ce qui va fondamentalement faire adhérer les gens, ça va être ça, dans le fond. Mmh. Dans la forme, ça va être aussi des tactiques de trafic pour attirer l'attention et cetera. Mais ça, c'est juste des tactiques, c'est juste éphémère. Mais dans le fond, ce qui va faire adhérer les gens, rester sur le long terme et vraiment être fidèle à une brand, ça va être, hem, l'identité. Tu regardes des grosses marques comme Red Bull, par exemple, pour faire le pont entre personal branding et branding, tu vas sur leur page Instagram, il y a zéro photo de produit et c'est que des, athlètes ou sportifs, de sport extrême, parce qu'en fait, ils vendent une identité et du coup, ce qui fait qu'ils vendent, grosso modo de l'eau, avec de la caféine, quoi. Je veux dire, rien de radicalement nouveau. Pourtant, ils le vendent 2 fois plus cher que les autres parce qu'ils ont une identité de marque forte et c'est la marque qu'ils vendent. Tu vends jamais le produit, tu vends toujours l'identité que Ouais. les gens vont avoir, en utilisant ton produit ou ton service. Donc c'est de l'alchimie mentale, c'est la façon de transformer, du métal en or. C'est en fait psychologique. C'est si tu rebrandes le métal en, black gold et que, bah, tu montres à quel point, ce nouveau, or noir est super, intéressant et cetera. Bah, en fait, les gens dans leur tête vont avoir plus de valeur là-dessus, et donc c'est vraiment cette idée-là, en fait, c'est de Mmh. façonner, la psychologie des gens par rapport à son produit, son service pour leur permettre, d'atteindre leur identité, idéale et leur situation idéale. D'ailleurs, c'est Simon Sinek qui dit, «Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites» et c'est un peu ça, en fait. C'est complètement l'idée, tu vois? C'est, pour les gens qui connaissent un tout petit peu le marketing, c'est le cercle d'or de Simon Sinek, c'est, le why qui est au milieu, le pourquoi, le comment et le quoi qui est à l'extérieur. Ce qui est intéressant, je vous mettrai, si vous voulez le schéma ou le lien vers le schéma en description. Mais, ce qui m'intéresse du coup, c'est, justement tu parlais, de cette partie, tu sais, les tactiques, notamment le fait d'avoir de l'attention, d'être viral et cetera. Ça, c'est très en surface. Concrètement, on avait fait un podcast sur la notion de la confiance. Concrètement, est-ce que pour un créateur, l'attention et peu importe le modèle business, hein, que ce soit influenceur, que ce soit streamer, podcasteur, infopreneur, peu importe. Est-ce que l'attention, ça suffit aujourd'hui? Est-ce que il y a eu un moment donné où l'attention suffisait ou pas? Et enfin, moi j'ai mon idée, mais j'ai envie d'entendre ton avis avant. Est-ce qu'aujourd'hui ça suffit encore et pourquoi?
Je pense que ça a jamais vraiment suffi en soi, mais aujourd'hui encore moins. C'est important, en fait, c'est juste une partie de «l'équation», si tu veux, Mmh. entre guillemets. C'est juste que c'est que ce qu'on peut voir extérieurement, visiblement. Donc c'est les, vanity metrics comme tout le monde les appelle, et c'est super important parce que ces métriques-là, elles permettent de t'assurer que, bah, ton message, il est entendu. Donc si tu dis: «Ouais, non, moi, mon message, il est trop deep, trop philosophique pour que les gens, puissent le comprendre», bah, en fait, c'est juste que tu as pas réussi à vraiment le calibrer aux gens comme il faut. Mmh. Donc ça, c'est un problème d'ego. Mais, heu, à l'inverse, si tu es que dans la viralité, et qu'il y a pas de fond derrière, bah, tu finis comme un MrBeast et c'est très bien, tu vois? C'est très bien, si tu vends des barres chocolatées, mais, si tu as une autre vision de ce que tu veux faire avec cette attention-là, Hem, bah, dans ce cas-là, ouais, ça va être super important d'avoir, de toute façon des modèles de conversion et surtout d'avoir un message à porter qui te dépasse et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la différence entre, tu vois, les créateurs, pour revenir à ce que tu disais au début et les livres. C'est que quelque part un livre, quand tu lis un livre, par exemple, aujourd'hui qui a 2000 ans, genre, Marc Aurèle et cetera. Il y a ce message de fond tellement important qui fait qu'avec le temps, si tu veux, il y a, une sorte d'écrémage où il y a seulement les messages importants qui restent et je pense que ça va faire la même chose, mais à échelle beaucoup plus réduite avec les créateurs. Dire qu'au début, si tu as un livre qui est bien marketé ou un contenu qui est bien marketé, il va attirer l'attention, mais après il va y avoir ce travail d'écrémage où les gens vont dire: «Bon, bah, en fait, c'était juste, un truc pour, tu sais, tout ce truc de clickbait et cetera» Mmh. et en fait ça les gens ont fait: «Bon, bah, OK, je sais à quoi m'en tenir, je vais pas, visionner» et puis voilà. Donc tu les as une fois, mais pas 2 et du coup, le Mmh. truc avec le contenu et la brand, c'est que c'est un jeu, où tu rejoues continuellement, en fait, si tu veux et donc si tu joues qu'une seule fois, si tu joues le jeu de l'attention, bah, tu gagnes. Mais le problème, c'est que c'est un jeu répétitif. C'est-à-dire que la personne doit revenir et revenir et revenir et revenir et du coup, si tu as donné plus de valeur que ce qu'elle s'en attendait en premier lieu, bah, la prochaine fois, elle va revenir et puis la prochaine fois, elle va revenir et puis la prochaine fois, elle va revenir. Et donc en jouant ce jeu-là, tu as beaucoup plus de chances de gagner, donc c'est pour ça que le fond est important parce qu'aucune tactique, de forme ne permettra aux gens de revenir de la même façon qu'un bon fond qualitatif le permettra. Mmh, c'est intéressant ce que tu dis. Ça explique ce qu'on peut voir, tu sais, on voit tellement d'histoires de: «Putain, qu'est-ce qui te vient un tel? Je le voyais tout le temps passer avant, je le vois plus passer». Hem et du coup, ça explique qu'en fait, ces personnes-là se sont vraiment basées sur des stratégies court terme d'attention et qu'en fait, ils ont pas joué à ce truc long terme, d'apport de valeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont inexistants et ne percent plus. Il y a un créateur, qui que j'aime bien regarder, je crois qu'il s'appelle, Najby ou quelque chose comme ça et il sort des vidéos perpétuellement, intéressantes sur ce genre de personnes-là, qui justement explosent et qui tombent dans justement le game de la creator economy, mais le mauvais game, le bad buzz, l'attention à tout prix, parce que finalement c'est la seule tactique qu'ils ont jamais utilisée et du coup finissent, dans des cas parfois extrêmes, de, OFM et cetera. Et du coup, ça explique ça. Le fond, c'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment le but de ce podcast. Hem, il y a un vrai sujet du coup que j'ai envie de creuser, au-delà de ça. C'est donc moi, mon postulat pour te répondre, enfin, tu sais, tu me disais, tu sais pas si l'attention, a jamais suffi. Moi, je pense que oui. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau de sophistication aujourd'hui? Je pense qu'il faut bien prendre conscience et je parle surtout, aux créateurs d'aujourd'hui qui justement se focalisent sur les vanity metrics et qui oublient que, l'attention n'est plus suffisante. Parce que je pense que c'est en tout cas en partie pour ces personnes-là, hem, ce qu'ils ont en tête parce que c'est ce qu'ils ont vu depuis des années et se disent que c'est la même chose. Il faut savoir qu'il y a 10, 15, 20 ans, YouTube a 20 ans, je crois, ou 21 ans. C'était il y a 20 ans. À cette époque-là, il y avait rien de comparable à YouTube, mais rien, ça n'existait pas. Hem et donc il faut se rendre compte, je pense que l'attention a vraiment suffi à certains moments, et je sais plus comment il s'appelle, c'est Thibaut quelque chose. C'est quelqu'un qui faisait de la télé-réalité et il expliquait qu'il y a eu un âge d'or de la télé-réalité. Chaque personne qui passait dans une télé-réalité, elle sortait de là, elle faisait plein d'argent. Elle montrait n'importe quel produit en ligne, elle faisait plein d'argent.
quoi que ce soit, même si c'était nul, même si c'était n'importe quoi. Depuis, les gouvernements ont fait beaucoup de lois sur le sujet et ont fait une vraie bataille contre eux. Mais à l'origine, c'était, vraiment, j'ai pris l'attention via une émission et maintenant je peux vendre n'importe quel produit et ça passe. Et au lieu de se concentrer sur ça, parce que c'est pas très intéressant, par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi dans la psychologie des gens, à partir du moment où j'ai vu quelqu'un passer en télé-réalité, je vais acheter c'est les produits qu'il met en place sans forcément réfléchir à ce que c'est. Je pense que c'est parce que on avait encore à l'époque jamais vécu ce niveau-là de proximité avec des gens. Là où quand on avait un orateur, euh, on l'avait pas dans son quotidien ultra intime. On n'avait pas ce niveau-là d'authenticité, disons-le. Euh, Cette impression d'authenticité, je pense que c'est mieux comme idée. Et donc, on avait justement l'impression de connaître les gens suffisamment pour leur faire confiance, comme si on était dans un canapé avec eux, qu'on avait pris le café, qu'on avait discuté avec eux. Et donc, en fait, vu qu'on partait du néant, d'un point de vue connaissance de ça et surtout expérience, tu vois, on n'avait jamais vécu ça avant. Je pense que ce niveau-là de passage de rien à j'ai ça a créé une espèce de surconfiance qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on a été habitué à ça pendant des années et des années, qu'on s'est rendu compte de ça, qu'il y a eu évidemment des affaires qui ont détruit la confiance qu'ont les gens dans quelqu'un qui vend des produits en ligne. Et donc aujourd'hui, le NPS, les Trustpilot, les avis, les témoignages, tous ces éléments-là ont un impact qui est multiplié et qui est ultra croissant, voire exponentiel, parce qu'on a besoin justement de confiance. Et au-delà de ça, cette confiance justement augmente non plus par une seule attention. C'est-à-dire que l'attention est une métrique qui permet juste de faire venir du trafic vers soi, mais si le soi n'est qu'attention, les gens repartent aussitôt parce qu'en fait, ils ont rien à aller chercher de plus qu'un autre créateur qui fait de la visibilité. Là où avant, bah, t'en avais très peu déjà, et au-delà de ça, bah, chacun d'entre eux ne proposait que ça, donc t'avais pas plus de fond que ça, et donc tu considérais que c'était ça le fond en soi, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, ces vanity metrics ne sont plus suffisantes, et du coup, et au-delà de ça, ne veulent pas toutes dire la même chose. C'est-à-dire que pour un même créateur qui a la même visibilité, les mêmes vanity metrics, et c'est un terme que j'aime bien, c'est la santé de ton audience n'a potentiellement rien à voir parce que le niveau psychologique de profondeur que toi tu vas amener et de valeur, comme tu le disais, n'a rien à voir. Et donc potentiellement aussi la santé et donc la pérennité de cette audience n'aura rien à voir, tu vois. Et je pense que ce que tu as expliqué là sur euh, les tactiques d'attention versus la profondeur de ce que tu apportes et de la valeur qu'il y a derrière, ça explique, ça résume trop bien ça. Vraiment, c'est hyper intéressant comme vision. J'aime beaucoup. Exactement. Attrition, en fait, pour le coup, c'est vraiment ça. Une vraie attrition. J'aime bien ce mot-là, mais oui, c'est une vraie attrition, en fait. La différence, c'est que c'est pas des métriques qui sont facilement mesurables. Mmh. Donc, c'est là où toute la difficulté, elle se retrouve. Et c'est aussi parce qu'il y a un effet de lagging, hein, Mmh. le lagging indicator, comme ils appellent ça. C'est quand tu fais une action il y a 6 mois et qu'elle a un impact aujourd'hui, tu as du mal à faire les points, à connecter les points Mmh. avec, parce il y a beaucoup de délai entre ces deux choses. Mais très souvent, il y a pour beaucoup de créateurs un lagging indicator où genre beaucoup de gens se demandent: «OK, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour, avoir X résultat?» au lieu de voir qu'est-ce qu'il faisait il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il faisait il y a 1 an, 5 ans, 3 ans ou qu'est-ce qu'il a fait pendant toute cette durée qui a créé un effet boule de neige, un effet et qui a créé cet effet de levier. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle du personal branding et de la marque personnelle parce que ça crée vraiment cet effet de levier où chaque contenu que tu postes, c'est comme si tu entretenais une relation avec ton audience et comme dans la vie de tous les jours, une relation prend du temps à se développer pour qu'elle soit qualitative, pour que la personne te fasse confiance, qu'elle te connaisse pleinement et qu'elle puisse du coup finalement adhérer à tes idées ou acheter tes produits ou services en Mmh. disant: «OK, c'est le bon moment, c'est la bonne personne pour moi». Et on l'a vu avec beaucoup de nos clients, hein, Ah ouais, qui carrément. postent du contenu sur YouTube depuis des années et qui, en fait, la plupart de leurs clients, ils arrivent après plus d'1 an à les regarder sur YouTube, tu vois? Mmh, Et ça, on complètement. va expliquer ça à un débutant, qui, veut, démarrer, son contenu et faire, 10 cas par mois en 3 mois, mais qui comprend pas que derrière, il y a des humains qui vont visionner ça et qui vont justement, créer une relation avec toi en
On peut dire elle va dans les 2 sens, mais d'une certaine façon, vu qu'il y a l'écran entre les 2, il y a ce côté un peu unilatéral où d'un côté, tu donnes de la value, mais tu vois pas forcément la personne qui reçoit la value. Et ça, je pense typiquement de tous les créateurs qu'on a visionnés, qu'on consomme et qui nous ont inspirés, qui nous ont apporté beaucoup de valeur, qui font peut-être en partie, qu'on est qui on est aujourd'hui. On leur a pas forcément, donné ce genre de feedback, où ils ont pas forcément pu savoir qu'on était de l'autre côté en train de les visionner, Mmh. et de la même façon pour nous. Et du coup, c'est de créer ce détachement entre: «OK, je jette cette bouteille à la mer» entre guillemets, hem et je connais le lagging indicator, et je sais que ça va revenir, et j'ai cette, confiance-là, tu vois? C'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est la vraie psychologie du créateur. C'est trop bien en vrai comme sujet. C'est comment est-ce que je pense comme, acteur de la creator economy. Maintenant, en vrai, on a défini ce que c'était la creator economy. Heu, En gros, ce qui définissait comment est-ce qu'elle était aujourd'hui versus comment est-ce qu'elle est née, et tu vois quelle évolution ça a fait et pourquoi. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'un créateur aujourd'hui, ou même les premiers créateurs, pensent, et les créateurs notamment qu'on suit le plus, et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, hem, heu et notamment justement cette psychologie de le retour. Et je pense que c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs qui ont ce retour-là, mais je pense que ça dépend vraiment du modèle, et des plateformes notamment. Je pense que tu le vois beaucoup plus sur des plateformes justement où tu as, énormément de viralité, où c'est des formats courts, où du coup les gens ont qu'une petite partie et du coup réagissent de manière très émotionnelle sur des formats très courts. Je pense à Instagram, je pense à TikTok. Tu as, des centaines de commentaires, de likes et cetera. Hem, je sais pas si ça a le même impact, ce genre de contenu, mais d'une manière générale, je trouve que psychologiquement, il y a peut-être du coup, une disparité entre les créateurs en fonction de la nature de ce qu'ils produisent, du point de vue dont tu me parles. Typiquement, nous, les créateurs auxquels on pense, je pense que tu parles de ça, c'est notamment des créateurs YouTube qui, vont apporter de la valeur, qui vont apporter de la connaissance, de l'information. Et effectivement, ça, c'est très peu mesurable parce que, bah, typiquement YouTube, c'est pas forcément la plateforme où les gens vont être les plus expressifs, où les gens vont le plus te dire ce qu'ils ont fait de ce que tu as donné, il y a 6 mois, à l'heure actuelle, tu vois? C'est peut-être plus difficile à mesurer que, si tu es un créateur, TikTok, que tu donnes, forcément moins de profondeur dans ce que tu dis et que les gens réagissent de manière, instantanée, directe à ce que tu dis au quotidien, et du coup, tu as ce retour-là beaucoup plus vite, tu vois? Ce qui veut pas dire que la transformation est différente ou, enfin potentiellement si, mais ce qui veut pas dire que la transformation est meilleure d'un côté que de l'autre, mais plutôt que la psychologie d'un créateur en fonction de la typologie de contenu qu'il va proposer et de l'objectif qu'il vise derrière n'est pas la même. Et donc je trouve ça intéressant, non pas pour juste dire que c'est le cas, c'est super, c'est intéressant, mais c'est surtout en tant que créateur, quels objectifs et quelle nature de contenu j'ai envie de produire en fonction de ce que je suis prêt à vivre. Typiquement, si je suis un créateur qui a envie d'apporter de la valeur, j'ai une expertise et potentiellement, si on a un peu le temps, on en parlera rapidement de ce côté expertise et spécialisation. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, si je suis un créateur et que moi j'ai besoin d'un retour quotidien, j'ai besoin d'avoir des gens qui me congratulent perpétuellement, alors peut-être que soit je dois faire un travail sur moi si je veux me développer via YouTube, tu vois? C'est-à-dire que c'est une super plateforme pour mener vers, plus de profondeur, apporter plus de valeur, montrer plus mon expertise, mais il faut que je sois prêt psychologiquement à vivre cette espèce de solitude ou moins de feedback. Pas l'absence, mais moins de feedback, et voilà, être prêt à ça, être prêt à se dire que le résultat n'est pas direct. Et je pense que, tu vois, c'est le genre de truc qu'on travaille avec nos clients aussi, c'est le côté psychologique de c'est normal que tu pas de retour et ça veut pas dire qu'il se passe rien de l'autre côté. Et je pense que ça, c'est très difficile parce que du coup, ça donne cette impression qu'il se passe rien. Ça donne cette impression que, finalement, on fait tout ça pour rien parce que YouTube, c'est très prenant, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation. Ce podcast, je l'ai préparé, alors imaginons, je l'ai préparé, j'ai juste une feuille de route, donc après on a beaucoup de spontanéité dans ce qu'on dit, on a rien scripté. Mais imaginons quelqu'un qui a scripté une vidéo de 20, 30, 40 minutes, toutes les semaines et cetera. Ça prend énormément de temps et d'énergie, on s'en rend pas toujours compte quand on consomme la vidéo, mais c'est très long, très prenant. Hem, Ce que je veux dire, c'est que il faut être prêt à ça, et je pense que psychologiquement, heu, alors
on a peut-être des avis divergents sur le sujet, mais un créateur en soi peut être considéré comme un entrepreneur ou comme un sportif. Dans tous les cas, il joue à un jeu où il va y avoir des contraintes, où il va y avoir des obstacles et des difficultés. Et je pense que c'est même pas se préparer, mais s'attendre à ce que cette difficulté existe, c'est le meilleur moyen aussi de, hem, pas juste, durer parce que effectivement la régularité et la durabilité d'un créateur, c'est un des biais, je pense, qui fait que tu participes de plus en plus à une économie, quelle qu'elle soit. Ta présence et le fait que tu cherches perpétuellement à t'améliorer dedans, fait que tu prends une place de plus en plus importante. Mais, hem je pense que se préparer à vivre ça au quotidien, ou en tout cas, s'attendre à ça, c'est un des meilleurs moyens d'être plus durable parce que du coup tu peux, dès lors, hem, heu, anticiper et te dire: «Quand tu vis la chose au quotidien, je savais que ça arriverait, donc c'est normal», tu vois? Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, non, c'est sûr et puis dans tout, je pense qu'il y a 2 points aussi à voir là-dessus. Un point, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de gens, en tout cas les acheteurs surtout, qui vont être des observateurs silencieux. Mmh. Moi-même, j'en suis un, donc je vois exactement comment c'est. Genre, je commande très, très rarement ou pas du tout sur des vidéos YouTube, hem, mais ça peut être prenons l'exemple typique d'un livre ou d'un auteur qui achète un livre et ensuite va dire: «Oh tiens, je vais envoyer, un mail, à l'auteur pour lui dire que j'ai kiffé, son livre». Tu vois, je veux dire? Donc il faut comprendre qu'il y a un vrai, disparate entre genre ce que je crée et le feedback que j'ai et c'est pas parce qu'il y a un décalage que la value n'est pas là. Et du coup, le vrai challenge du créatif, c'est de créer sa propre boucle de feedback. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens ont du mal et tombent dans des, cherchent des chemins prédéfinis ou, parce qu'on est habitué, par exemple, à ce système scolaire où, j'ai une note, j'ai un feedback direct d'une partie, externe ou d'un boss si, j'ai un job et cetera pour savoir et du coup, le créatif doit créer sa propre boucle de feedback. Il doit avoir le créer de la motivation intrinsèque, la satisfaction du travail bien fait, être connecté aux problèmes qu'il résout, à la personne qui cherche à aider, avoir déjà être confronté à ces problématiques par le passé. C'est pour ça que résoudre ses propres problèmes et vendre la solution est si puissant, c'est que la boucle de feedback, je l'ai déjà parce que 2-3 ans avant, j'étais l'avatar client que j'aide aujourd'hui. Mmh. Donc j'arrive à savoir si il va avoir de la valeur ou non, indépendamment du feedback que je vais avoir, en Mmh. fonction de si moi, est-ce qu'il y a 2-3 ans, ça m'aurait aidé, de manière significative à avancer beaucoup plus vite vers mon objectif, ma situation désirée? Si la réponse Mmh. est oui, j'ai pas besoin du feedback extérieur, je le sais déjà. Et du coup, tu valides cette chose-là. Donc voilà, je pense que c'est 2 méthodes pour, permettre justement aux créateurs qui débutent de naviguer face à ça. Mmh. Ouais, c'est hyper pertinent comme 2 points un peu qui résument ça carrément. Je partage complètement et limite j'ai envie de stopper là-dessus puisque j'ai d'autres sujets en tête. On essaie de rester sur des podcasts d'1 heure avec Charles, et du coup un épisode 2 me semble, pas juste, intéressant mais, de rigueur. J'ai envie de te dire, j'avais d'autres sujets pour teaser un petit peu, ce dont on parlera dans le prochain podcast sur le sujet. On parlera de la spécialisation comme un avantage, structurel en tant que créateur, quand on veut participer à la créateur economy, surtout aujourd'hui. On reviendra sur la monétisation, mais plutôt sur la disparité entre audience et revenus que ça peut générer et comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas et pourquoi est-ce que certaines audiences ont une santé excellente et d'autres non. Pourquoi est-ce que certaines audiences sont des audiences de clients et d'autres des audiences passives. Ça, c'est un deuxième point qu'on verra. On verra également si cette économie-là, c'est une bulle ou bien est-ce que c'est un marché durable et comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Voilà un petit peu les sujets qu'on abordera dans le prochain podcast. Donc si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter si jamais vous avez des avis divergents des nôtres. On est hyper ouvert à ça, évidemment, ça nous plairait beaucoup. Et puis également à s'abonner à notre newsletter qui est, comme je vous le disais en milieu de vidéo, disponible gratuitement via le premier lien en description. Charles, pour terminer ce podcast, ce que je te propose, c'est peut-être de nous résumer ce que tu verrais dans la créateur économique comme étant des lois fondamentales qui régissent ça, si on peut parler de lois ou plutôt de principes fondamentaux qui font, qui régissent la créateur économie et qui feraient, de quelqu'un qui connaît ces principes, un acteur, plus aware que la moyenne et qui peut avoir un vrai avantage. Le but, c'est que
voilà, dans ce résumé-là de principes fondamentaux qu'il faut appliquer et suivre, qu'une personne qui s'y intéresse et qui justement cherche à les comprendre et à les creuser puisse potentiellement, soit lancer, son activité dans la creator economy, soit la développer à une toute autre échelle parce qu'il comprendrait ces principes-là. Comprendre la psychologie humaine, les mécanismes de la persuasion, hem, résoudre ses propres problèmes, partager la solution avec les autres. Hem, je pense que déjà quand tu as ça, tu es bon pour tout. Apprendre à développer du goût, une perspective, bien précise, définie, avoir des opinions tranchées, surtout à l'ère de l'IA et je pense aussi qu'on en parlera dans des prochains podcasts, mais l'avenir de la creator economy, face à l'IA, comment devenir un créateur, amplifié à l'IA, là où est-ce que l'IA excelle et là où est-ce que l'humain n'excelle pas, je pense que ça va être des grosses, hem, questions qui vont se poser en ce moment. Hem, donc voilà, la psychologie humaine, résoudre ses propres problèmes, partir de sa propre perspective, avoir une opinion et une vision tranchée du monde, et l'apprentissage perpétuel, toujours mettre à jour, son arsenal de compétences pour pouvoir, aider son audience cible à atteindre sa situation désirée, tout simplement. Hem, je pense que c'est les fondements de ça, tout le reste, c'est des tactiques, quoi. Je veux dire, Complètement et d'ailleurs si YouTube et tout apprendre, bah, carrément, carrément. En vrai, il y a déjà beaucoup de principes hyper intéressants et d'ailleurs, si vous voulez plus de notions sur ces principes, je vous mets également le lien vers la chaîne de Charles, en dessous de ce podcast, comme à tous les podcasts hebdomadaires, histoire de creuser un peu plus vraiment ces sujets très, en profondeur, sur notamment la créativité, la psychologie humaine, la capacité à parler à une multitude de gens qu'on appelle le one to many, tous ces éléments-là et puis même, des biais marketing hyper pertinents pour, justement, les personnes qui veulent devenir des acteurs importants, influents, et surtout qui peuvent vivre de leur activité dans la creator economy. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Charles, merci beaucoup, pour ce premier podcast sur la creator economy et ce 14e podcast ensemble. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Messieurs, dames, on se retrouve dans le prochain épisode avec Charles. Je sais pas si on traitera encore la creator economy, mais dans tous les cas, je vous invite encore une fois à vous abonner. J'arrête pour la promo. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. À très vite. Merci Charles. On se dit au prochain épisode. à très vite. Ciao, ciao.